de gestion des réfugiés et des déplacés. Donc, ma présentation porte sur deux grands points. Dans un premier temps, la gestion des réfugiés et dans un second temps, la gestion des déplacés. Je voudrais, avant de commencer, dire que la question de gestion des réfugiés et des déplacés est une question très importante et fondamentale pour les autorités togolaises qui ont pris des mesures idoines en ce qui concerne la protection de leurs droits. Pour la gestion des réfugiés, il faut signaler que le Togo accueille 13 033 réfugiés de 15 nationalités différentes. Donc sur les 13 033 réfugiés, il y a 2 589 qui vivent dans la ville de Lomé et ses environs. Bien sûr, Lomé est la capitale du Togo. Et 9 747 réfugiés qui sont installés à l'intérieur du pays. S'il vous plaît. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser à tout l'auditoire, de mettre sous silence les portables. Vraiment d'arrêter les portables. Le sujet est tellement important qu'il ne faut pas qu'on se disperse avec les bruits. Maintenant, quand il y a une communication, soyons assez attentifs et ne faisons pas beaucoup de bruit pour permettre aux communicateurs de lever un peu le ton, de lever la voix et de parler avec beaucoup de précision. Nous vous suivons. Nous vous suivons. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, je disais tantôt que sur les 13 033 réfugiés que le Togo accueille actuellement, il y a 2 589 qui sont au niveau de la capitale et ses environs, et 9 747 qui sont installés à l'intérieur du pays. Je voudrais rappeler que le Togo est découpé en régions et préfectures. Donc, c'est précisément dans 3 préfectures. On dénombre en outre 697 demandeurs d'asile qui sont également de 15 nationalités différentes. Donc, quelles sont donc les mesures que l'État a prises pour protéger ces réfugiés? Il y a les mesures juridiques. Donc, le Togo a pris d'importantes mesures législatives pour la protection de l'ensemble des réfugiés. Au plan international, le Togo a signé et ratifié beaucoup d'instruments juridiques internationaux relatifs aux réfugiés. Ces instruments, je pense que la plupart ici a connaissance de ces instruments et ce n'est pas vraiment, si vous m'excusez, la peine de revenir sur ces instruments que vous connaissez bien. Donc, au plan interne, le Togo a adopté le 29 décembre 2000 une loi portant statut des réfugiés. Cette loi a été révisée le 24 août 2016 par une autre loi. Cette révision était nécessaire parce qu'il fallait prendre en compte, de nouvelles dispositions qui soient en conformité avec les normes et standards internationaux en matière de protection des réfugiés. Au rang des dispositions innovantes prévues par la nouvelle loi, nous avons la création de la commission de recours qui rend donc la procédure d'asile complète et conforme aux standards internationaux. Nous avons la procédure de reconnaissance collective du statut de réfugié et les mesures à prendre
en cas d'afflux massif de réfugiés pour une gestion efficace des situations d'urgence. Nous avons les dispositions relatives à l'unité familiale, donc qui préservent l'harmonie et la cohésion dans les familles des réfugiés. Il y a les dispositions à prendre pour la prise en charge des enfants non accompagnés. Donc il est très important de souligner que dans de pareilles circonstances, il y a des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes et qui ne sont pas accompagnés. Il y a lieu donc de protéger ces enfants-là. Il y a la mise en exergue du principe de non-refoulement. Donc la nouvelle loi prend en compte tous ces paramètres-là. Les mesures institutionnelles. Quelles sont donc les mesures institutionnelles? Dont l'on note la création de la coordination nationale d'assistance aux réfugiés, qui est chargée des questions administratives. Elle fait le point entre les réfugiés et les structures, puis les services. Il y a la mise en place de la Commission nationale pour les réfugiés, qui est chargée de l'éligibilité au statut de réfugié en première instance. La création de la Commission de recours, qui est l'instance compétente pour connaître des appels contre les décisions de la Commission nationale pour les réfugiés. Donc, quand la Commission nationale prend des décisions, il y a possibilité de faire appel. Dans la pratique, il y a des documents qui sont mis à la disposition des réfugiés. Il y a notamment les documents d'identité. Il s'agit des attestations de réfugiés, des cartes d'identité de réfugiés, des documents de voyage qui sont délivrés aux réfugiés également. Ceci leur permet de jouir de leurs droits et de mener leurs différentes activités. Le gouvernement togolais a réformé le titre de voyage des réfugiés. Il y a le passeport des réfugiés qui est désormais biométrique et conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Notons que depuis 2015, la direction chargée de délivrer tous ces documents a commencé par délivrer cette carte biométrique. Dans la pratique, au total, 4 sites sont créés. Il y a un site à Avepozo, un site à l'intérieur du pays, 3 sites à l'intérieur du pays, notamment à Dangpen dans la région de la Kara, dans la plaine de Mo, dans la région centrale, dans l'Oti Sud et à Tanjoare. En ce qui concerne, pour toujours, ce qui concerne les mesures pratiques, il faut dire que sur le plan sanitaire et relativement aux besoins spécifiques des réfugiés, notons que depuis 2015, il y a une orientation des réfugiés vers les mutuelles de santé pour la prise en charge, pour leur prise en charge sanitaire avec un accompagnement. Ceci, bien sûr, matérialisé par la prise d'un arrêté. Depuis 2018, il y a accompagnement des réfugiés pour leur adhésion à la mutuelle de leur choix. Il y a plus aux personnes à besoins spécifiques, c'est-à-dire les réfugiés qui ont des besoins spécifiques sont toujours accompagnés et appuyés. Il s'agit notamment des malades chroniques, les femmes qui sont seules avec leurs enfants et qui sont pauvres. Dans le domaine de l'éducation, il faut noter qu'il y a un accès des enfants des réfugiés à l'école primaire qui est gratuite, au même titre que tous les enfants togolais. Il y a des facilités d'accès aux études secondaires et supérieures dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les frais de scolarité, les logements, le déplacement, etc. sont les mêmes que les nationaux. Toujours dans les mesures pratiques, il y a des appuis. Donc, il y a une agence nationale pour l'emploi qui accompagne les réfugiés dans leur recherche d'emploi
par des stages d'immersion à travers une convention que le HCR a signée avec cette agence, ce qui permet aux réfugiés diplômés d'acquérir de l'expérience afin de se positionner sur le marché de l'emploi. Avec l'appui du HCR, les réfugiés sont financés pour mener des activités génératrices de revenus dans des secteurs variés en vue de leur autonomisation financière. Toujours avec l'appui de cette institution, les réfugiés qui le souhaitent sont mis en formation professionnelle et sont dotés de kits d'installation à la fin de leur formation. Ces initiatives se situent dans le cadre de l'autonomisation des réfugiés, si je peux le rappeler ainsi. Dans le cas de la gestion des situations d'urgence, le gouvernement a pris des dispositions dans des situations d'urgence en cas d'afflux de réfugiés en mobilisant les ressources à la fois financières et humanitaires pour une prise en charge urgente et adéquate de ces réfugiés. Donc il y a la mobilisation des vivres, la mobilisation des non-vivres, la construction des logements et pour le logement de ces réfugiés et également les moyens pour leur prise en charge médicale. Cela a été le cas lors des afflux des réfugiés ivoiriens durant la crise post-électorale de 2011 et des réfugiés ghanéens en 2014. Il est à noter qu'en 2011, le gouvernement a pris un décret de reconnaissance collective des réfugiés ivoiriens qui arrivaient sur le territoire togolais. Ils étaient un peu plus de 8 000 en 2011. Il faut remarquer en passant qu'avec le retrait progressif du HCR depuis 2015 et la réduction des ressources, les assistances de tout genre ont diminué. C'est un constat amer, mais voilà, il y a lieu de le souligner. Les appuis ponctuels pour la subsistance ont été supprimés et les actions sont beaucoup plus orientées vers l'autonomisation des réfugiés. Je pense que ce paradigme, c'est un paradigme vers lequel nous sommes en train d'aller et vivement qu'on puisse réussir. Par ailleurs, l'appui au logement a été supprimé dès le début de l'année 2019. Cependant, il y a les cas de vulnérabilité qui sont étudiés en comité par les services communautaires. Face à ces situations, quelles sont donc les solutions durables que le Togo se propose? Donc, dans le cadre de la recherche de ces solutions, le gouvernement togolais a initié avec ses partenaires un cadre de discussion. Il s'agit d'une part du cadre tripartite mis sur pied à travers un accord tripartite avec les pays d'origine et le HCR qui permet de rapatrier dans de bonnes conditions tous les réfugiés. En outre, un groupe de travail réunissant quelques acteurs gouvernementaux et le HCR a été mis sur pied afin de réfléchir aux meilleurs moyens de réaliser l'intégration locale sur le plan juridique et socio-économique. Concernant le rapatriement volontaire des réfugiés, le gouvernement a fait des efforts en collaboration avec le HCR pour le rapatriement des réfugiés qui le désirent, bien évidemment. Les services de douane et de la police des frontières se mobilisent pour faciliter le voyage des candidats. Les documents de voyage appropriés sont délivrés à temps aux réfugiés. S'agissant de l'intégration locale, le gouvernement a, en collaboration avec le HCR, organisé en 2017 un forum sur la recherche de solutions durables pour les réfugiés dont les recommandations sont en train d'être mises en œuvre. La gestion des déplacés. D'une manière générale, quelles sont les causes? Je pense que tout le monde sait ce qui frappe nos pays. Il y a les causes qui sont au niveau du Togo, il y a les causes qui sont liées aux conflits interethniques
et les causes qui sont liées aux catastrophes naturelles, notamment les inondations. C'est ça qui entraîne le déplacement des populations. Donc, au cours de l'année 2018, notre pays a enregistré 2136 déplacés internes dans la préfecture de Dangpen, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, précisément dans la région centrale, suite à un litige interethnique entre deux ethnies, notamment les Konkomba et les Tiokossi. Je voudrais préciser que ce litige est né, ces conflits sont nés d'un litige foncier. Pour une meilleure gestion des inondations, des victimes des inondations, il y a la création d'une direction générale des catastrophes. Cette direction est là, elle est à pied d'œuvre pour une meilleure gestion et une meilleure prise en charge des victimes de catastrophes. Il y a la création d'une agence de solidarité nationale. Lorsque les victimes sont regroupées dans des sites ou dans des centres, c'est cette agence qui mobilise les moyens matériels, financiers, etc. pour la prise en charge de toutes ces victimes. Il y a la création d'une agence nationale de protection civile, la création d'un centre des sinistrés. Ce centre n'est pas loin de notre hôtel, il est juste situé à quelques kilomètres. Il y a l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe. Donc, en cas de catastrophe, le mécanisme qui est mis en place, d'abord, c'est un plan d'organisation de secours qui donne les orientations nécessaires et qui précise les acteurs. Pour la mise en œuvre de ce plan, il y a l'élaboration et la mise en place d'un plan de contingence. Donc, pourquoi? Parce que le Togo a su tirer les expériences des différentes situations d'urgence qui ont marqué tout le pays, tout le territoire, donc ces dernières années, et particulièrement les inondations. Et donc, conscient de la nécessité d'améliorer les capacités nationales de la préparation et de la réponse, le gouvernement togolais a élaboré ce plan dont je venais de vous parler tantôt. Donc, à travers ce plan, le gouvernement met en place les mécanismes de décision, de coordination, d'action et de gestion des fonds et des dons pour minimiser les conséquences des catastrophes sur les populations. Ce plan vise à renseigner sur les niveaux de risque du pays, les compétences et les ressources disponibles, ainsi que leur localisation, les sources de financement des urgences et à mettre en synergie les acteurs du plan Orsec, c'est-à-dire les acteurs du grand plan qui a défini toutes les orientations qui devront être mises en œuvre. L'objectif général de ce plan est d'apporter le secours aux sinistrés et l'assistance aux sinistrés, aux sujets affectés et vulnérables de la manière la plus rapide et la plus efficace possible en évitant les pertes de temps. Ce plan permet d'éviter les pertes de temps, de répondre en temps réel. Il y a la duplication des interventions, il faut éviter la duplication des interventions, les omissions, voire les injustices, conformément aux principes humanitaires. Le plan national de contingence a en outre pour objectif de clarifier les relations et les responsabilités entre les différents services techniques, identifier et diminuer les risques les plus probables, offrir un cadre général de planification conjointe couvrant les risques d'urgence, intégrer le processus de prévention, la préparation de réponses aux urgences dans les plans et programmes nationaux de développement, de réduire les délais d'intervention. La gestion des urgences, il faut le souligner, est placée sous la responsabilité du ministre de la Sécurité. La structure de la gestion des urgences est décentralisée. Jusqu'au niveau village, elle est articulée à tous ces niveaux
autour des organes de planification des secours et des organes de gestion des urgences. Il y a la création d'un comité national de planification des secours. Cet organe est, comme son nom l'indique, c'est l'organe de planification, d'évaluation et de gestion de secours en cas de catastrophe. Il coordonne les opérations de secours et est chargé de la mise en œuvre des objectifs du plan. Il inclut en son sein tous les secteurs et organisations susceptibles de jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre les risques majeurs. Il y a la création des comités sectoriels de planification des secours, la mise en place des organes de gestion des urgences à l'échelon national. Il y a les organes de commandement. Ces organes comprennent deux types de postes de commandement. Il y a le poste de commandement opérationnel qui est chargé de diriger les opérations sous l'autorité du représentant du ministère de la Sécurité. Il y a le poste de commandement fixe qui est installé au ministère chargé de la Sécurité, qui assure la liaison entre les postes de commandement opératoire et les divers services. Quels sont les grands services? Il y a le service de police et de renseignement. Il y a les services de secours et de sauvetage. Ce service de secours et de sauvetage est mis sur pied par le directeur de service d'incendie et de secours, à partir des centres de secours engagés et avec le concours des équipes d'urgence de secouristes, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, le CICR, etc. Il y a les services de soins et assistance. Ce service est formé de professionnels de santé, à savoir les médecins, les infirmiers, etc. Le service des soins médicaux et entraide a pour mission la mise en œuvre sur le terrain d'un centre médical chargé d'assurer le tri et d'assurer d'une manière générale le domaine sanitaire de toutes les victimes. Il y a le service des transports, de transport et des travaux publics qui rapidement se met en branle pour transporter les victimes. Il y a les services de liaison et de transmission. Il y a les services d'accueil et d'hébergement. Les services d'accueil et d'hébergement du ministère de l'Action sociale, en collaboration avec les autorités locales et la société civile, mettent en place un service d'accueil et d'hébergement chargé de l'enregistrement et du recensement des sinistrés. Donc lorsqu'il y a une catastrophe, très rapidement, le système se met en branle, on recense les sinistrés, on les conduit vers les centres d'accueil. Ces sinistrés sont accueillis, sont assistés matériellement, psychologiquement et, s'il faut le dire ainsi, tous les sinistrés, à savoir les blessés, sont hébergés et pris en charge. Il y a l'hébergement de tous ceux-là qui sont sans abri. Il faut noter en passant qu'il y a les bonnes volontés, les familles qui aident également à héberger ces sinistrés. Mesdames et messieurs, je voudrais ici préciser qu'il y a, outre tout ce que je viens de porter à votre connaissance, la création par décret présidentiel d'un commissariat aux rapatriés et à l'action humanitaire. Il y a le professeur Tcharier qui va venir vous parler de manière concrète sur ce que ce commissariat fait pour le rapatriement des réfugiés. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'attends votre contribution. Merci.